Bonjour. Pour effectuer le dépannage efficace d'un appareil, il faut connaître son principe de fonctionnement. Donc cette vidéo aborde l'étude de ce grille-pain, dont j'ai démonté les parties non nécessaires pour cette étude, tout le capot et tout, et j'ai gardé que l'essentiel. Mais avant de commencer, je vais vous faire voir le principe de fonctionnement de ce grille-pain. Après, je vais plus particulièrement faire l'étude de cette carte d'alimentation. J'ai raccordé électriquement le grille-pain, je l'ai mis sous tension. Et qu'est-ce qu'on voit quand j'appuie sur le levier? On voit ici que les bilames, en fin de compte, je vais fermer le contact. Voilà. Donc l'électroaimant qui se colle. Et si je coupe l'alimentation de ce grille-pain, donc là je vais ouvrir la prise, voilà, on voit que ça redéclenche puisqu'il n'y a plus de tension sur le grille-pain. Voilà un peu le principe, c'est-à-dire que ici je vais fermer ici le contact ici et ici au niveau des bilames. Voilà. L'électroaimant ici étant sollicité, il reste collé, qui fait qu'il y a toujours le point d'accroche. Et lorsque l'on coupe le circuit, il y a le ressort de rappel ici, là, qui se trouve ici, qui va faire remonter le levier pour faire sauter le pain. Voilà pour ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais faire l'étude de cette carte d'alimentation. Et pour cela, je vais commencer à établir son schéma. Alors pour relever le schéma électrique du circuit de commande, alors déjà je l'ai démonté du circuit et je vais utiliser donc mon écran de télévision que j'ai modifié. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Donc je vais l'allumer. Voilà, et donc ça me permet quand même par transparence là, de voir les composants donc en face avant du PCB et de voir un peu le circuit qu'il parcourt. Donc c'est beaucoup plus facile pour effectuer le schéma électrique. Donc voilà, donc je vais faire ce schéma et puis après on verra ensemble le résultat. Voici le schéma que j'ai relevé et vais m'en servir pour étudier le principe de fonctionnement de ce grille-pain. Une fois raccordé sur le secteur 230, lorsqu'on abaisse le levier de commande, on vient fermer les contacts de puissance S1 qui alimentent donc les résistances de chauffe RC1 et RC2, puisqu'il y a deux panneaux là. Ça alimente également la carte de commande, ici, y compris l'électroaimant, L1. Cette tension d'alimentation sera donc en fonction de la position de cette sortie intermédiaire qui se trouve ici. On voit bien que la résistance totale est entre ce fil-là et ce fil-là, puisqu'on part d'ici, on fait ça, il y a un shunt derrière, ici, qui finit après que le circuit se ferme ici, et entre les deux il y a une sortie intermédiaire donc ici. Mais pour mieux visualiser le cheminement des résistances de chauffe, j'ai démonté les deux panneaux du grille-pain et colorié chaque portion de résistance. La sortie fil jaune est raccordée au neutre du secteur, la sortie fil bleu est raccordée sur le circuit de commande et la sortie fil rouge est raccordée sur la phase du secteur. Le circuit est représenté en vert et la liaison entre les deux panneaux de résistance de chauffe. Cette tension d'alimentation donc de la carte sera donc en fonction de la position de cette sortie intermédiaire. Ce que je vais faire, je vais mesurer ces résistances, donc les résistances en différents points des résistances de chauffe. Voilà, donc j'ai raccordé mon ohmmètre là, sur la portion d'enroulement qui alimente le circuit de commande. Et on voit que j'ai une résistance d'environ 3 ohms. Je vais modifier, je vais prendre donc l'autre partie de l'enroulement. Voilà. Là on voit qu'on est à peu près à 53 ohms. Et la dernière partie de l'enroulement, je vais le prendre ici. Voilà, donc ça c'est la totalité et je vois qu'on est à, on va dire 56 ohms. Donc si je résume,
La résistance alimentant le circuit de commande est de 3 ohms. La résistance RC1 et RC2 partielle est de 53 ohms. Et la résistance totale RC1 et RC2 de 56 ohms. Comme indiqué sur ce schéma, nous sommes donc en présence d'un pont diviseur de tension dont la tension sur le circuit de commande UR1 sera égale à UR2 moins UR 1.2. Nous allons vérifier cela en effectuant les mesures de tension. Donc voilà, j'ai raccordé mes 3 voltmètres, donc j'ai mis sur la position alternative. Et donc le premier voltmètre c'est raccordé sur UR1 qui correspond à la tension qu'il y aura sur la carte de commande. Le deuxième voltmètre c'est UR2, donc ça sera la tension d'alimentation, secteur. Et puis donc le troisième voltmètre c'est UR 1.2. Ce que j'ai fait, j'ai mis deux pinces là sur les contacts de puissance S1 de façon à alimenter l'ensemble, et je vais mettre sous tension. Voilà, c'est sous tension, et donc on constate que j'ai 9,6 volts sur UR1, 218, 219 sur la tension d'alimentation et 209. Si on soustrait un UR2 de UR 1.2, on trouve approximativement donc cette tension. Donc voilà, voilà pour la démonstration, et je vais continuer l'étude de la carte de commande. La tension alternative alimentant la carte de commande est ensuite redressée en mono-alternance par la diode D1. Mais attention, la tension de commande étant prise sur le secteur sans aucun isolement galvanique entre le secteur et la carte de commande, bien que celle-ci doit être dans les 10 volts, elle n'est pas isolée de la tension secteur. Donc si vous touchez la carte de commande sous tension, vous risquez d'être sous une tension dangereuse par rapport à la Terre. De ce fait, toutes les mesures électriques avec un oscilloscope doivent être effectuées par l'intermédiaire d'une sonde différentielle placée entre l'oscilloscope et la carte de commande. Si l'on revient sur le schéma, en sortie de la diode D1 se trouvent des condensateurs de filtrage permettant entre autres de lisser le signal. Se trouve également une diode Zener Z1 qui a le rôle d'écréter la tension à sa valeur Zener qui est de 4,3 volts à 25 degrés. La résistance R1 a pour rôle de limiter le courant dans IC1. Cette puce IC1 dont voici le datasheet est un A0201F qui est un composant très spécial dont je n'ai trouvé que cette fiche qui est en langue chinoise. Le fabricant indique que l'A0201F adopte le processus CMOS pour fournir une solution à faible coût, et l'ensemble de la solution comporte, vous pouvez le constater, peu de composants externes. La fonction principale de l'A0201F est une fonction de minuterie basée sur un oscillateur dont la plage de retard est comprise entre 0 et 300 secondes. Sur le datasheet, il est également indiqué que la tension d'alimentation raccordée sur la broche 2 doit être comprise entre 3,5 et 5,5 VCC. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Pour faciliter les mesures suivantes, j'ai soudé sur la broche 2 VCC de l'A0201F un fil rouge. Sur la broche 4, GND un fil noir, qu'on voit ici, et sur la broche 3 oscillateur, un fil vert. En abaissant le levier de commande, on alimente la broche 2 VCC de l'IC1. On remarque sur l'oscilloscope que cette tension d'environ 4 volts est redressée, puis filtrée et enfin écrétée comme évoqué précédemment. La broche 2 VCC étant alimentée, la broche 1 alimente la base du transistor. Celui-ci devient passant entre le collecteur et l'émetteur, ce qui permet à l'électroaimant L1 de maintenir mécaniquement le grille-pain en position basse, donc de chauffe. La broche 3 oscillateur de l'IC1 commence à compter les oscillations triangulaires à la fréquence définie par le réseau RC, composé de la thermistance TH, de R9, du potentiomètre VR1, de R8, de R10 et enfin du condensateur C2. C'est donc le principe de la charge et décharge du condensateur C2 en fonction du réglage du potentiomètre VR1 qui déterminera la fréquence des oscillations. La thermistance TH étant à coefficient de température négatif,
Plus sa température augmente, plus sa résistance diminue, ce qui augmentera la résistance équivalente du circuit constitué de TH, R9, VR1 et R8. La fréquence du signal va donc diminuer, ce qui augmentera le temps de chauffe. Cette thermistance a donc également une influence sur le temps de chauffe et a donc un rôle de compensation de température, ce qui est nécessaire dans un grille-pain. Le bouton poussoir SW1 a pour rôle de pouvoir déclencher manuellement le grille-pain en mettant à la masse la base du transistor Q1, qui aura pour effet de ne plus alimenter l'électroaimant d'accrochage L1, provoquant la remontée du mécanisme grâce au ressort de rappel et donc l'ouverture des contacts de puissance S1. Les inscriptions notées sur le bouton du potentiomètre ne sont pas des unités de temps ni de puissance, mais des indications arbitraires. Il est noté ici 6 positions, mais en réalité, étant donné que c'est un potentiomètre et non un commutateur multiposition, le réglage de la temporisation, donc de la fréquence, comporte une très grande plage de réglage. Nous allons maintenant visualiser à l'oscilloscope ce signal, dont la fréquence, donc le temps de chauffe, sera en fonction du réglage du potentiomètre VR1. Pour cela, j'ai donc raccordé à mon oscilloscope via ma sonde différentielle la sonde de mesure que j'ai raccordée entre la branche 3 de l'oscillateur, donc le fil vert, et la broche 4 GND, le fil noir de la 0201F. Je positionne mon potentiomètre sur la position 1, donc je le mets là, voilà. Donc ça c'est la position 1, donc la résistance minimale, et je vais mettre sous tension. Voilà, donc on constate le signal en dents de scie. Je vais l'affiner un petit peu. Et ce que je vais faire, je vais prendre la fréquence de ce signal. Je vais mettre donc en base de temps. Je mets les curseurs. Voilà. Et on voit qu'on est à une fréquence de 378,7 Hz, enfin on va dire presque 380 Hz. Et ce que je vais faire maintenant, donc je coupe, je vais mettre le potentiomètre au maximum. Voilà, je règle un peu la base de temps. Voilà, et là je vais reprendre donc la fréquence, hein, donc je remets. Et on voit ici qu'on est à 116,5, donc on va dire 117 Hz. Donc là mon potentiomètre est sur la position 6, hein, donc la résistance maximale. Donc on constate que la fréquence a diminué, et donc le compteur va moins vite, et de ce fait le temps de chauffe est plus long. D'ailleurs si je modifie ma base de temps, alors déjà je vais enlever les curseurs. Voilà. Donc on voit là, je vais toucher au potentiomètre, là je suis en position minimale, et on voit bien que si je touche mon potentiomètre et j'augmente donc la position du potentiomètre, c'est-à-dire que je suis en position 6, on voit bien que la fréquence elle diminue en fonction de... Hein, là je suis en position 6, et là je suis en position 1, hein, on voit bien qu'en position 1, la résistance diminue et donc la fréquence augmente, et inversement quand je mets en position 6. Voilà pour la démonstration. Bon, maintenant que l'on connaît le principe de fonctionnement d'un grille-pain, en cas de dépannage, il sera plus facile d'en déterminer la cause. En espérant que cette vidéo vous aidera dans vos futurs dépannages, et vous souhaite une bonne journée. Au revoir.